Bonjour et merci de votre participation à ma première foire aux questions. Il y a peu de questions, mais elles sont qualitatives, alors commençons. Mon bureau Linux. Merci, je note pour Pixabay. Il est bien sérieux pour la photo, le chaton. Peux-tu nous faire un retour sur la tablette Wacom? Est-ce vraiment nécessaire d'en avoir une? Neuve ou bonne occasion, etc. Alors merci à toi, mon bureau Linux. Alors le chat que tu évoques sur ton commentaire n'est plus, malheureusement. Il laisse un grand vide dans notre maison. Alors concernant la tablette que j'utilise, j'en suis très content. Je viens de préciser que Wacom ne me l'a pas offerte, je ne donne que mon avis d'utilisateur. C'est une tablette de format presque A4, ce qui permet d'avoir un geste fluide sur sa surface. L'important, c'est d'avoir une tablette dont le rapport avec l'écran que l'on utilise soit le plus proche de 1 pour 1. Alors j'ai fait une vidéo dans ce sens-là, je ne vais pas m'étendre sur la question. Alors il existe de nombreuses marques sur le marché, mais j'ai peu eu l'occasion de les tester, donc je peux pas vraiment en parler. Quant à la nécessité d'en avoir une, c'est très simple. Je dessine sur une feuille de couleur foncée avec un bloc de forme de ma souris, on prend une brique, et ayant une pression constante. Donc en fait, t'as pas le droit d'appuyer plus fort ou moins fort. Tu me diras, pourquoi ne pas prendre un crayon? Ça serait plus logique. Bref, si tu utilises un logiciel comme GIMP, Krita, Inkscape ou Blender, la tablette est un incontournable. Doit-on en acheter une neuve? Là, j'ai pas d'avis particulier. Les affaires de l'occasion peuvent être des bonnes comme des mauvaises surprises. Néanmoins, il faut faire attention de voir si la tablette est déjà reconnue sur ton système d'exploitation, quel qu'il soit. Roland Granat. Bonjour et encore merci pour toutes ces informations qui nous font progresser dans nos montages, photos. Je vous conseille d'aller voir le youtubeur qui donne des conseils sur GIMP, peut-être que vous connaissez déjà. Bonjour Roland, je ne prétends pas être la sommité sur GIMP, loin de là. Mais je pense que tu as pu apprécier mes connaissances dans ce domaine, non? Tu me conseilles d'aller voir un youtubeur dont je ne souhaite pas parler, car si tu es intéressé par GIMP et donc abonné à différentes chaînes YouTube, tu y trouveras les mêmes vidéos à l'image près. Je me suis moi-même fait plagier quelques-unes. Il faut savoir que le plagiat est un délit, mais comme YouTube ne signale que la copie de vidéo bit à bit, ça passe crème. Note que je n'hésite pas à citer les chaînes que je trouve conformes à l'éthique. Tu comprendras que je ne vais pas prendre ces pratiques pour exemple. Sois curieux et fouille toi-même YouTube. Solutions et débrouille. Cool. Voilà ma question. Comment tu trouves que le monde du libre a évolué ces 10 dernières années? Est-ce que tu trouves que Ubuntu est une aliénation progressive de Linux? Ou au contraire, qu'elle reste dans les clous? Penses-tu qu'un jour, à force de voir que Linux reste maître de tous les serveurs du monde, Windows et Apple vont lâcher la bride sur les formats propriétaires et leur manie de rajouter des surcouches pour cacher l'architecture de leur OS? Bonjour Olivier. Alors, tout d'abord, je te remercie pour tes conseils et ton amitié. L'administration française a depuis bien longtemps compris l'intérêt de Linux et des logiciels open source. De fait, Ubuntu est un fork de Debian qui évolue avec le matériel. Il existe des chaînes dont la spécialité est de faire des comparatifs de différentes distributions. Non, pour le problème est ailleurs. Diviser pour mieux régner, voilà le problème. Si on regarde sur Wikipédia, Linux, les nombreuses distributions qui existent, on comprend le problème. Certaines sont spécialisées et sont devenues payantes, comme la Red Hat. Maintenant, on sait aussi que Microsoft développe son Linux également. Que doit-on en penser? Pour ma part, une meilleure coopération entre les développeurs permettrait d'avoir non pas une myriade de distributions, mais une dizaine très abouties, stables et parfaitement concurrentielles en matière de haute compatibilité avec le matériel. Pourquoi un constructeur de cartes vidéo, par exemple, ferait 500 ou 1000 drivers différents? Pour Windows ou macOS, c'est plus simple. Voilà ce que je ne comprends pas. Linux est censé donner de la liberté. Mais à la place, on construit une tour de Babel informatique qui sera favorable à Microsoft et Apple.
De plus, les constructeurs comme HP à proposer du Linux sur leurs machines sont rares. Les entreprises achètent des machines avec Windows dessus, car c'est l'offre sécurisante du marché. Et le monde de la photo, macOS et Adobe, car à l'école c'est le standard. Demain, si les écoles étaient sous Linux et que l'on passe 500 distributions à 5 ou 6, alors l'avenir du libre serait rose. Mais il faut aussi considérer que nous sommes nombreux sous Linux et à utiliser des logiciels open source sans faire un don au projet. De ce fait, les développeurs travaillent aux différents projets, mais sur leur temps libre, bien, il faut faire bouillir la marmite vieux. Pauline Esther. Bonsoir Georges. Je débute depuis peu en digital painting et j'ai découvert tes vidéos récemment. Suite à tes recommandations, je vais aller faire un tour sur la chaîne de JM Dessin car j'ai besoin de me perfectionner. Bonjour Pauline. As-tu un rapport avec la chanteuse ? Ouais. Alors dans le digital painting ou peinture numérique, il y a peinture et numérique. Cette discipline consiste donc à apprendre les commandes et fonctionnements d'un logiciel comme Krita par exemple, et en même temps de connaître les règles de l'art, de la peinture ou du dessin. Ainsi les proportions, les ombres et donner de la profondeur, connaître l'association de couleurs est essentiel. Je suis toujours en apprentissage moi-même. Alors ne te cantonne pas dans une seule discipline pour ne pas rester dans une zone de confort et apprends les différentes méthodes et techniques. Mon conseil, transforme ton œil en objectif d'appareil photo pour voir les choses à plat et en variation de teinte. Découpe les objets en forme primaire. Moi, c'est comme ça que je procède. Après, c'est l'exercice de la main qui fera le reste. Mon cancer en direct. Quelle est ta formation et quel est ton métier principal ? Bonjour Cécile. Alors, ça ressemble à un entretien d'embauche, dis donc, ta question. Ma formation, c'est simple. Bac électronique, puis le BTS informatique de gestion, suivi d'une maîtrise en informatique avec une spécialisation réseau. Mais ça, c'était ma première vie à Paris. Et pris de liberté, et ne pouvant plus de cette vie épouvantable de métro, boulot, dodo, j'ai tout changé. En accord avec mon épouse, nous sommes partis au vert en voulant du concret. Je passe à 35 ans un CAP de maçonnerie et m'épanouis dans cette profession pendant 10 ans. Et suite à un accident, je me retrouve avec un poignet très abîmé. Pour le coup, je me retrouve dans une impasse et ne voulant absolument pas retourner dans une métropole, je passe un bac en domotique et depuis travaille dans le domaine de l'électricité. Mon métier aujourd'hui est donc électricien. Je te fais de très gros bisous et encourage tous mes abonnés à venir te soutenir dans cette épreuve que tu traverses avec un courage hors du commun. Je suis de toute mon âme avec toi. Anne la Cannelle. On avait bien apprécié les vidéos sur la cuisine et la nature. Penses-tu réactiver cette thématique ? À quand les prochaines ? Merci. Bonjour Anne. Cette thématique me tient particulièrement à cœur et je teste des recettes avec mon épouse. Je ne veux pas présenter un plat qui ne se mangerait pas avec délice. Tu comprends bien. Ce qui me ralentit, c'est d'une part que je dois investir dans un caméscope et ensuite, j'aime bien montrer des recettes en partant de la cueillette, dont je suis un petit peu tenu par la saisonnalité des produits. Bref, j'ai déjà quelques recettes de côté, il ne reste plus que l'achat d'une caméra pour ne pas produire des vidéos en 480p qui ne sont plus de ce siècle. Donc, ça va venir. Solide X. Toi et SVM6, vous êtes super. Tout serait vraiment plus long à apprendre sans tuto. Postscriptum. On n'a jamais vu de youtubeuse finir en blanquette. Alors, amnistie pour tes cocottes ? Bonjour Soli X. Pour te rassurer, mes poules adorées sont nourries, logées sur du foin frais et disposent d'un parc pour leur promenade. Il arrive souvent que le parc soit ouvert et qu'elles en profitent pour se servir dans un potager, dormir sous un pommier et manger mes rhubarbes. Bien sûr, il y a de vieilles mémères qui viennent chercher une caresse et qui ne pondent plus. Celles-là vivent une retraite paisible sans avoir peur du couteau. Bien au contraire, elles reçoivent du riz chaud avec des choux et des fruits avec leur alimentation, enfin dans leur alimentation.
En hiver, je leur donne de la pâtée pour chiens, oui, elles en raffolent. Elles reçoivent aussi la visite de leurs copains pigeons et même de poules faisanes. Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors j'espère t'avoir rassuré sur les vedettes de mes vidéos. Clochette BZH. Salut Jojo. Concernant les chaînes, Impeao est vraiment une super chaîne. Pour les débutants sur Inkscape, c'est une aubaine. Avec une personne qui répond bien aimablement à nos petites questions techniques. Moi, ma question est toute simple. Lorsque la fibre passera chez toi, un jour bientôt si, comptes-tu nous refaire des petits lives sur GIMP? Le côté interactif est quand même vachement sympa, je trouve. Bonjour Corinne, merci encore pour ta participation aux différents projets sur cette chaîne et pour ton amitié. Oui, IMPAO est la référence française en matière de tutos et de vectoriel libre, tout comme Carafif pour le traitement de la photo libre. De plus, IMPAO est créatif et actif sur les forums. J'en profite pour le remercier car il répond toujours aimablement et avec patience. Concernant les lives, c'est pas prêt de recommencer sur ma chaîne. Car la fibre doit passer, mais quand? Bref, quand le débit sera suffisant, et si mon ordinateur supporte le logiciel, plus OBS, plus YouTube, sans se figer, alors seulement je réfléchirai à cette éventualité. Tu m'as parlé de micro-live sur Skype à 10 personnes. On pourrait le faire, reste à trouver le sujet et la disponibilité. Néanmoins, t'as bien pu voir que sur Skype, quand on est tous les deux déjà, eh bien, ça rame pas mal. Makelar, conseiller ludique. Et sinon, je ne t'oublie pas pour ma vidéo sur le montage. Comme je l'ai déjà dit, tu es une personne précieuse, même si je ne te connais très peu finalement, à part ce que l'on peut deviner au travers de tes vidéos. Alors, une petite question. Si tu le pouvais matériellement, ferais-tu des tutos à plein temps ou considères-tu ça uniquement comme une passion? Bonjour Thierry, tes compliments me font rougir et pour reprendre des proches, j'ai presque le début d'une érection. Ouais bon d'accord, mais les blagues sont nulles. Je vais essayer de répondre simplement à ta question en 2 points. Il y a le côté engagement personnel et la rémunération du projet. Formateur est un métier à part entière, et si demain je devais ne faire que ça, j'ai peur de perdre le plaisir que je prends à faire ces vidéos. Mais l'idée n'est pas tout à fait déplaisante. Pour tout te dire, s'il y avait un club informatique dans le coin, j'y serais allé. Mais il faut aussi considérer le temps passé par vidéo qui, pour ma part, est de l'ordre de 8 à 16 heures par vidéo en moyenne. Et rapporté au faible gain publicitaire, je gagnerais mieux ma vie en faisant la manche à la sortie d'un magasin. Le second point est de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Dernièrement, avec la loi COPPA, nombre de youtubeurs se sont fait, en allant du pire au passable, supprimer leur chaîne, supprimer des vidéos, démonétiser des vidéos et finalement obligés de revoir le format de leurs vidéos pour plaire aux diffuseurs. Donc, pour me professionnaliser, je devrais mettre en place une stratégie de marketing visant à utiliser YouTube, Dailymotion et d'autres plateformes de diffusion vidéo comme point d'entrée vers mon site sur lequel je vendrai mes formations. De plus, il faudrait négocier avec des régies publicitaires. Voilà le travail. Bref, cela revient à devenir entrepreneur avec des obligations légales qui vont avec. Et ne me parle pas d'auto-entrepreneur. La première des choses qui est zappée, ce sont les cotisations non obligatoires pour ta retraite. Et on finit tous vieux un jour. Hein. Et autre assurance coûteuse. Tu l'auras compris, je ne suis pas dans l'état d'esprit de me mettre à mon compte. Jean-Luc JL Matagne. Salut Georges. J'ai vu une vidéo avec un gars qui montre des commerces en ligne et il explique aussi des escroqueries, notamment par rapport aux images libres et à la musique libre. Il cite des cas d'un de ses potes qui avait pris une image libre sur Pixabay. Cette image a été retirée ensuite du site Pixabay par les escrocs. Et après, ils attaquent l'autre en justice pour avoir du blé. Selon lui, Pixabay n'est pas responsable de ce qui se passe sur les CGU. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire une capture d'écran pour prouver, le cas échéant, que le matériel qu'on a utilisé était bien libre quand on l'a téléchargé. Bonjour Jean-Luc.
Alors cette question a été posée sous une autre vidéo, mais la trouvant intéressante, j'ai décidé de la traiter ici. Les arnaques sur internet, voilà bien une vilaine chose. Je te garantis que mes images libres de droit sur Pixabay le resteront. Je ne demande même pas de pourboire sur le site, c'est pour dire. Il est évident que ce genre de pratique existe, surtout sur YouTube où tu as des personnes qui pratiquent d'une façon plus vicieuse. On te propose de collaborer en apposant une musique libre de droit sur ta vidéo, et quelques mois plus tard, la musique n'est plus libre et via la contestation de paternité de YouTube, on monétise ta vidéo et les créateurs de la musique qui touchent tous les droits de diffusion de ta vidéo et donc de tes efforts. Et il existe aussi plus vicieux. Des petits malins profitent du travail de personnes passionnées qui diffusent leurs vidéos en Creative Commons. Ces petits malins copient en toute légalité ta vidéo Creative Commons et la publient, tout simplement sur leur propre chaîne YouTube avec de la pub dessus. Le créateur ne peut rien contester puisque ça ne viole pas les termes de la licence Creative Commons. Tu vois le vice. Bref, on ne peut pas grand-chose contre les malfaisants à part être vigilant et parfois supporter le plagiat. Je vous remercie d'avoir eu cet échange un peu particulier via cette foire aux questions et vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Bye bye.